Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les réactions politiques se succèdent après les attaques contre les étrangers en Afrique du Sud où 7 personnes ont été tuées dans les violences xénophobes qui secouent depuis dimanche la ville de Johannesburg. Indigné, l'opposant sud-africain Julius Malema appelle à l'arrêt des agressions. Face à la montée en puissance de la Chine en Afrique, le Japon veut également sa place. La troisième économie mondiale cherche des relais de croissance sur le continent. Pour en parler, nous recevrons ce soir dans ce journal André Ngombe, président de la Dynamique Incarner l'espoir en République du Congo. Les drones au service de l'agriculture, équipés de caméras ou autres capteurs couplés au GPS, ils réalisent des cartes détaillées des champs. Reportage à suivre au Ghana. L'Afrique du Sud renforce sa sécurité après les attaques xénophobes de ces derniers jours perpétrées à Johannesburg. Depuis le début des violences dirigées contre les étrangers, au moins 7 personnes ont été tuées et près de 300 arrêtés, somaliens, éthiopiens, mozambicains, congolais. Les migrants supportent une grande partie de la colère suscitée par le chômage chronique dans ce pays où de nombreuses diasporas sont donc directement prises à partie. Et suite à ces violences, les réactions d'indignation se multiplient. Ibayako. Les nouvelles attaques à caractère xénophobe en Afrique du Sud du dimanche 1er septembre ont fait réagir plusieurs hommes politiques. La préoccupation est grande face à l'insécurité dans laquelle se trouvent les Nigérians et les Mozambicains dans le pays. Julius Malema, un homme politique issu du Parti des combattants pour la liberté économique, s'est exprimé sur ce fléau de xénophobie. This continent of Africa must be one. Notre continent africain ne doit faire qu'un. Les frontières doivent être ouvertes parce que les frontières sont ouvertes aux Blancs. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est être solidaire, main dans la main, pour nous protéger du colonialisme. Il n'y a pas de Mozambique, ni d'Eswatini, ni de Lesotho, ni de Botswana, ni de Zambie ou de Namibie, ni de Zimbabwe. Il y a l'Afrique, le continent de nos ancêtres. Cette déclaration fait suite à 2 jours de troubles à Johannesburg où les autorités ont arrêté lundi 2 septembre des dizaines de personnes pour avoir pillé des magasins appartenant à des étrangers et incendié des bâtiments et des véhicules. 5 personnes auraient déjà perdu la vie à cause de cette nouvelle poussée de violence. Ça a toujours été un peu le cas en Afrique du Sud. C'est des gens qui ont tellement souffert que ils ne se rendent pas compte que l'Afrique quand même leur est venue en aide. Ils donnent l'impression que tous ces Africains qui sont là sont venus les recoloniser, occupent les marchés, enfin occupent les places, les emplois qu'ils auraient dû occuper et tout. C'est un peu, à mon avis, un raccourci. C'est un raccourci un peu tragique quand on voit les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Des actes d'une grande cruauté, selon les dires de Julius Malema. L'homme politique appelle ses concitoyens à cesser leurs attaques sur leurs frères africains. Une réunion ministérielle d'urgence pour contrer ces attaques a été convoquée par le président Cyril Ramaphosa. À l'occasion du sommet Afrique-Japon, le Japon a réitéré sa volonté de définir une nouvelle politique africaine. Le pays asiatique a toujours entretenu de bonnes relations avec l'Afrique, notamment avec l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Néanmoins, il s'est laissé distancer ces dernières années par d'autres États. Et dans ce regain d'intérêt pour le continent, beaucoup y voient avant tout une volonté du Japon de contrer la Chine, extrêmement présente sur le continent africain. Marcel Farba-Maroun. Profitant de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, tenue du 28 au 30 août 2019, les autorités japonaises ont décidé de revoir leur cadre de coopération. Afin d'éviter le surendettement, le Japon a jugé essentiel que les infrastructures construites en Afrique soient abordables. Si des pays partenaires sont profondément endettés, cela gêne les efforts de tout le monde pour entrer sur le marché. Dans les 3 prochaines années, le Japon prévoit de former dans 30 pays africains des experts à la gestion des risques financiers et de la dette publique. Alors qu'une nouvelle guerre commerciale est engagée à travers le monde, le continent africain se trouve au cœur d'une bataille de positionnement de la part des grandes puissances internationales. Selon certains experts, l'Afrique doit veiller à ne pas tomber dans le piège qui consisterait à devoir choisir entre ces puissances. Est-ce
que nous devons rester les bras croisés et laisser ces gens-là venir nous imposer des programmes qui ne sont pas souvent en phase avec notre vision de développement? Est-ce que nous devons, nous autres Africains, être assistés comme ça dans des domaines peut-être qui arrangent beaucoup plus ces pays-là? Non, je crois qu'il nous faut, dans cette coopération-là aussi, mettre notre plan de développement en priorité. Les plans d'action adoptés à l'issue de la 7e édition de la TICAD se résument en 3 axes principaux. L'accélération de la transformation économique et l'amélioration de l'environnement des affaires par l'innovation et la participation du secteur privé, la consolidation d'une société durable et résiliente qui passe par l'éducation de base en Afrique et le renforcement de la paix et de la stabilité. Alors pour parler des relations économiques Afrique-Japon, de ses particularités et de ses complexités surtout, nous recevons ce soir Andrea Gombe, président de la Dynamique Incarner l'Espoir, un mouvement lancé en République du Congo. Andrea Gombe, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous étiez justement à ce sommet Afrique-Japon à Tokyo. Vous soutenez, vous, cette approche qui consiste à dire qu'avec le Japon, c'est mieux. Alors, en quoi ce partenariat avec le Japon est si avantageux? Est-ce que l'Afrique n'est pas tout simplement, une nouvelle fois, pris entre une lutte d'influence entre grandes puissances? On est toujours pris dans des luttes d'influence. Le monde est tel qu'il est, nous vivons dans un monde ouvert. Et c'est à nous, en tout cas en tant qu'Africains, de définir où est-ce qu'on peut avoir gain pour nos causes, nos intérêts, tout en comprenant les intérêts des autres et leur désir de faire des affaires. Donc il faut déjà évacuer le procès en ils veulent faire du business et nous voulons tous faire du business et c'est l'intérêt de l'Afrique d'être ouverte aujourd'hui. Le Japon est préférable pour une raison principale, c'est que le Japon est une démocratie à contrario de la Chine, c'est-à-dire c'est un régime qui rend des comptes devant une justice, qui peut rendre des comptes devant un tribunal, qui peut rendre des comptes devant des électeurs, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui n'est quasiment pas le cas de la Chine. Et donc les programmes chinois sont des programmes qui sont souvent sujets à corruption, souvent sujets à surfacturation et nous n'avons aucun tribunal devant lequel nous plaindre de ces choses-là. Mais est-ce que le problème ne réside pas surtout dans l'approche africaine de ce qu'est une relation, une coopération, un partenariat économique? Est-ce que ce n'est pas à l'Afrique de revoir finalement son approche? Parce que, alors, qu'importe le partenaire, est-ce que l'Afrique n'est pas vouée à reproduire la même erreur finalement, comme ce fut le cas avec les Occidentaux et puis actuellement avec la Chine? On pourrait le penser déjà, il ne faut pas prendre l'Afrique comme un bloc parce que je reviens du TICAD à Yokohama, il y a des pays qui s'en sortent bien. Le Ghana on sort de cette conférence avec un plan pour développer des usines de montage de Toyota, de Mitsubishi qui vont créer de l'emploi et transférer des compétences aux populations locales, ce que les Japonais appellent la méthode Kaizen. La RDC s'en sort bien, elle s'en sortira avec des investissements dans l'énergie et dans l'éducation. Donc c'est plutôt à chaque pays de venir avec sa stratégie et si possible une stratégie de groupe ou une stratégie sous-régionale pour défendre les intérêts. Malheureusement, il y a des individus qui ont tendance à jouer contre l'intérêt des peuples et évidemment dans ces cas-là on verra la reproduction et on peut prendre des pays qui sont venus soit de bras ballants, soit sans aucune proposition et donc ce n'est pas du fait du partenaire qui organise la conférence, c'est plutôt de ceux qui sont invités de venir avec une capacité de négociation. Mais est-ce que c'est pas à l'Afrique, comme je le disais, d'établir avant tout une stratégie? Mais la stratégie existe, le président Issoufou en a parlé, c'est ce qu'ils appellent l'agenda 2063 et qui est un agenda pour que à l'échelle de 2020 déjà les armes se taisent, ce qui est un peu voué à l'échec, mais l'agenda 63, donc 2063, pour que l'Afrique cesse d'être simplement le réceptacle, mais devienne aussi producteur. Donc les agendas, ils existent. Le problème ne se situe pas au niveau des agendas, mais se situe au niveau de l'exécution, donc de la capacité d'exécution et de la formation de la main-d'œuvre. C'est en cela que le partenariat avec le Japon devient intéressant, puisque le Japon lui-même, à travers son histoire, est passé par une période d'apprentissage qu'ils avaient appelé chez eux le Rangaku, où ils avaient appris de l'Occident comment faire, et ensuite ils ont acclimaté la technologie, et c'est devenu une technologie proprement japonaise. C'est ce qu'ils proposent, et la conférence était suffisamment intéressante parce qu'elle prenait tous les aspects du développement. On y a parlé de la place des femmes africaines, on y a parlé de la santé des maladies infectieuses qui sont des maladies quasi orphelines pour les grands laboratoires pharmaceutiques, et on y a parlé évidemment de paix et de sécurité et d'armement.
Merci beaucoup Andrea Gombe pour cet entretien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes président de la dynamique Incarner l'espoir, donc un mouvement lancé récemment en République du Congo. Et je rappelle également que vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle donc en République du Congo en 2021. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le forum sur la révolution verte en Afrique se poursuit à Accra au Ghana. Cette année, la conférence est consacrée à la numérisation et à l'usage des nouvelles technologies dans l'agriculture, domaine où désormais de plus en plus d'acteurs utilisent les drones, des engins qui permettent de cartographier, de surveiller ou encore d'irriguer. En clair, leurs utilisations sont multiples, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Oliva Diakotan. Au Ghana, dans le cadre du Forum de la Révolution verte africaine du 3 au 6 septembre 2019 à Accra, 2000 riziculteurs de Accra Région cultivant sur 2800 hectares vont utiliser des drones pour rentabiliser leurs activités. Cette numérisation permettra d'accroître la productivité par hectare entre 20 et 50% selon des spécialistes. Les drones faciliteront entre autres l'irrigation, le traitement des rizières. This is long overdue. C'est l'aboutissement d'un long processus car depuis 1998, on voulait une technologie qui nous faciliterait nos tâches puisque travailler manuellement est pénible. Cette technologie est la bienvenue car à mon âge, j'en ai besoin pour au moins avoir un peu de repos puisque je suis vieux. Développé par le Centre de technologie pour l'agriculture et avec l'aide de l'Alliance pour une révolution verte africaine, ces drones sont utilisables également dans les champs de manioc, de maïs et bien d'autres. L'objectif est de toucher plus de 20 000 paysans ghanéens à l'horizon 2030 avec cette technologie. Le défi pour nous ici au Ghana, c'est qu'il y a des petits agriculteurs cultivant de petites surfaces et qui sont nombreux. Il serait donc bénéfique d'encourager les gens à se regrouper en coopérative pour faciliter l'accessibilité financière des drones, mais aussi d'en tirer davantage profit. Troisième sur 43 pays que prend en compte le rapport 2018-2019 sur la numérisation de l'agriculture africaine. L'agriculture contribue en 2019 à 16,5% du produit intérieur brut du Ghana. Plus que quelques semaines avant la rentrée universitaire, notamment au Bénin, les étudiants n'ont plus que quelques jours donc pour finaliser leurs inscriptions et trouver un logement. Cela représente bien sûr un coût important et beaucoup comptent sur l'obtention d'une bourse comme celle qui vient d'être lancée par l'ONG ANJP Ouada en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'Association nationale des jeunes pour la promotion de l'Ouada œuvre pour l'accès à l'éducation au Bénin. En partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, elle a initié un programme de réduction des frais de scolarité aux étudiants des universités privées autorisées ou agréées pour le compte de la rentrée académique 2019-2020. Il y a des gens qui ont la volonté, vous constatez qu'ils ont la volonté, mais que les moyens manquent. Et en dépit de l'effort colossal du gouvernement, il y a des problèmes qui subsistent. Et je pense que la fêtière des communes, l'Association nationale des communes du Bénin se doit de répondre à ces sollicitations-là. Et nous avons travaillé avec les promoteurs, les fondés, que je voudrais remercier au passage, qui ont accepté de réduire de 50% l'écolage pour nos frères, pour nos jeunes frères. Le programme de bourse d'études vise, entre autres, à réduire de 50% les frais de scolarité des nouveaux bacheliers et anciens étudiants et à offrir des formations adéquates au profit des apprenants ressortissants des communes du Bénin. C'est une grande marque de confiance. Ce que nous gagnons dans ça, c'est de pouvoir éduquer la jeunesse, c'est d'être plus proche de la jeunesse et de pouvoir donner à cette jeunesse un enseignement de qualité à travers les offres de formation que nous avons. L'association fêtière des communes du Bénin et l'ONG ANJP Ouada Bénin entendent s'investir dans le secteur éducatif afin d'assurer le suivi des meilleurs étudiants bénéficiaires de cette bourse d'études. Rappelons qu'une trentaine d'universités privées a été agréée dans le pays pour le compte de l'année 2019-2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.